Bonjour, bienvenue, nouveau numéro de Ça vaut le coup, l'émission qui donne du sens à votre épargne sur Boursorama. Aujourd'hui, on vous parle des voitures électriques, de la voiture. Bonjour Sining. Bonjour David. Sining Zhang, analyste ESG chez Ophi Invest Asset Management. On parle donc des voitures électriques, mais surtout d'un secteur qui est en grande transition, celui du secteur auto, avec ce passage à l'électrique qui est en train, on le voit bien, de rebattre les cartes du secteur. C'est une révolution pour le secteur. Alors une révolution, oui, tout à fait. On est passé aujourd'hui d'une voiture thermique classique qui dure depuis de nombreuses années à la montée en puissance du véhicule électrique. La volonté des États, c'est les États aussi qui poussent, qui ont poussé, que ce soit en Chine, que ce soit en Europe, qui poussent les constructeurs à faire cette révolution. Alors, il y a effectivement, les volontés sont un peu différentes des pays, mais en Europe, on a commencé à vouloir réduire les émissions de CO2. Oui. Donc ça a été ça, on va dire. Le point de départ, pardon, vous avez raison. Point de départ, Ouais. exactement. On ne poussait pas forcément au véhicule électrique. Vous avez raison. Mais C'est effectivement dans le cadre de l'accord de Paris et de réduction des émissions de carbone à horizon 2050. Ouais. Et donc, cette volonté de réduire les émissions de CO2, on s'est rendu compte qu'avec le véhicule thermique, on n'y arrivait pas. Parce qu'au final, entre 2010 et 2022, les émissions réelles des véhicules thermiques européens n'ont quasiment pas baissé. Et ce qui a vraiment permis finalement cette réduction. Malgré l'efficience des moteurs, etc., malgré les nouvelles générations de moteurs thermiques. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les ingénieurs ont travaillé, ils ont permis d'avoir des véhicules plus confortables, donc 10% plus lourds, des véhicules plus puissants, 25% plus puissants, et on est passé aussi de 12% de SUV à quasiment la moitié du SUV, donc moins aérodynamique. Ouais. Et forcément, tout le gain qu'on a réussi à avoir d'efficience, on l'a eu pour avoir des voitures plus confortables et qui accélèrent plus vite. Et voilà, la voiture, c'est vraiment, si on prend un peu de recul, c'est vraiment la solution ultime vraiment pour réduire les émissions de CO2, parce que c'est vrai que quand on roule avec, il n'y a plus d'émissions de CO2, mais il faut voir ce qui se passe avant aussi, l'extraction des minerais, etc. Enfin, tout ce qui est la construction de la fabrication de la batterie, tout ça, ça émet du CO2. Tout à fait. Alors c'est vrai que lorsqu'on regarde sur l'analyse de cycle de vie d'un véhicule, on va à plusieurs phases, la phase amont de la construction et aussi la phase aval de l'usage. Et c'est vrai que sur les véhicules thermiques, la phase usage est beaucoup plus importante, puisqu'on va on va brûler du carburant. Par contre, lors de la phase de construction, le véhicule électrique émet davantage. Pourquoi? Parce qu'on a besoin notamment de cette batterie. Et cette batterie-là, finalement, lors de cette construction, va émettre plus de CO2. Parce qu'elle est fabriquée en Chine et que là-bas, essentiellement en Chine, c'est du charbon, ça tourne essentiellement au charbon, l'économie et l'électricité, c'est ça aussi? Alors, il n'y a pas que ça. Pas que ça, mais oui, tout à fait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour créer ces batteries, on a besoin du minerai et bien sûr, minerai dont on n'avait pas besoin auparavant pour les véhicules thermiques. Et donc, tout ce minerai, que ce soit du lithium, du cobalt, du nickel, du manganèse, etc., on a besoin finalement de l'extraire et ça produit aussi du CO2. Au-delà de l'usine en elle-même qui va faire la batterie. Hein, oui, sauf que c'est cumulatif. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Ouais. Après, juste un petit pas de côté, mais ça me suis toujours posé la question du bilan carbone de la voiture électrique. Est-ce qu'il est vraiment meilleur sur l'ensemble du cycle de vie, si on prend en compte l'amont, l'aval, etc., fabrication de la batterie et tout, est-ce que vraiment le bilan carbone est meilleur pour une voiture électrique par rapport à une voiture à moteur thermique? C'est vraiment indiscutable. Moi, je pense qu'il faut en discuter. Je regardais quand même pas mal d'études et pas mal d'études ont été faites et quand même, ça reste indiscutable que le véhicule électrique émet moins de CO2 sur tout son cycle de vie. Moi, je pensais aux SUV. Pardon, moi j'avais en tête les SUV. Parce que les SUV, on l'a dit, Sining, les SUV, c'est 50% du marché. Notamment certains gros SUV. Est-ce que ça fonctionne aussi pour des gros SUV qui pèsent plus de 2 tonnes ou 2 tonnes 5? Voire même 3 tonnes, voire même, sur certains modèles. Alors, effectivement, vous avez un gain qui se réduit. On va dire qu'habituellement, sur un véhicule classique, on gagne la moitié sur tout le cycle de vie. Et c'est vrai que sur le SUV, on en gagne un peu moins. Mais au final, ça reste quand même positif. Même si la batterie est plus lourde. Même un gros SUV. Ce n'est pas une aberration d'avoir un SUV électrique. Un gros SUV. Alors, si. Alors, je dirais d'un point de vue, si je reprends ma casquette vraiment 100% analyste ESG, le SUV électrique est un peu une aberration. Même le petit? Ou c'est vraiment une question de taille pour le coup? De taille et donc de poids? C'est une question de taille, de poids, d'aérodynamisme. Ouais. Donc sur un véhicule thermique, c'est très simple, vous prenez un SUV, donc c'est plus lourd, mais vous rajoutez un peu de réservoir additionnel et vous avez la même autonomie. Sur un véhicule électrique, vous avez un véhicule, mais la batterie représente déjà 500 kg. Si vous devez ajouter la moitié de l'autonomie, vous rajoutez encore 250 kg. Donc c'est beaucoup moins pertinent.
Voilà, bon, petite parenthèse refermée, mais c'est quand même important. Sur le secteur, on parle souvent du secteur auto avec le prisme environnemental et aussi le prisme social. Dans ESG, il y a le S aussi. C'est vrai que la voiture électrique, c'est moins de boulot, pardon de le dire comme ça, pour les salariés, pour les travailleurs, chez les constructeurs. On a vu dans l'actualité Volkswagen qui a annoncé des licenciements. Tout à fait. Et pourquoi? Alors, c'est parce que Pourquoi ça nécessite moins de travail? les pièces qu'on doit assembler sur un véhicule électrique sont beaucoup plus réduites. Et donc, finalement, en termes de nombre de pièces, vous avez 30% environ de pièces en moins à assembler. Donc, il y a ça comme premier cas. Le deuxième problème, pas problème, mais on va dire l'automatisation qui se fait de plus en plus, et aussi certains constructeurs se mettent à faire ce qu'on appelle le gigacasting, c'est-à-dire au lieu d'avoir plusieurs pièces de châssis assemblées ensemble, on va la mouler dans un seul morceau. Ouais. Et donc ça fait beaucoup finalement de manutention, d'assemblage en moins, Oui. et donc on va avoir un besoin en effectif chez les constructeurs automobiles qui vont passer de plus en plus à l'électrique, qui va se réduire. Donc là on a un vrai problème social, enfin pas problème, mais il faudra à la fois réduire les effectifs, puisqu'il y aura moins de besoins. Il faudra également reformer, puisque vous avez des travailleurs qui ont l'habitude de travailler sur des véhicules thermiques. Il faudra les reformer pour qu'ils aient les compétences pour travailler sur du véhicule électrique. Et puis également, vous avez un besoin aujourd'hui d'ingénieurs sur tout ce qui est logiciel, software, qui est très fort. Et là, la compétition est assez rude. Bon, en tout cas pas les mêmes salariés et peut-être moins de salariés pour fabriquer une seule voiture. Il n'empêche, le coût d'une voiture électrique est toujours aujourd'hui, alors je sais pas, 20, 30, 40%. C'est quoi, c'est 30% en moyenne, quoi, 30% plus cher de son équivalent moteur thermique. Tout à fait. Est-ce que ça explique, donc ça explique, aujourd'hui c'est un marché de riches, pardon, enfin si on peut le dire comme ça, un marché de gens très aisés, la voiture électrique. Alors, le prix moyen, je sais pas quel est le prix moyen d'une voiture électrique aujourd'hui. Alors en 2022 en Europe, on était sur l'ordre de presque 70 000 euros moyen en Europe. Effectivement, ça a été surtout les early adopters, on va dire, sur les véhicules premium qui ont fait ça. Lorsqu'on regarde les marchés, quand même, sur le marché européen, on va dire sur les marchés des pays développés et également aux États-Unis, c'est surtout les modèles premium qui se sont développés. Par contre, si on regarde la Chine, par exemple, c'est plutôt l'inverse. La Chine est un marché de véhicules électriques où le prix moyen est bien inférieur. Et aujourd'hui, le prix moyen du véhicule électrique est inférieur au prix moyen du véhicule thermique. Mais ça reste quand même... il est moins cher. Oui, tout à fait. L'équivalent, la parité est faite en Chine entre les voitures. En fait, ce sont des modèles qui sont différents. Les modèles thermiques sont plus gros. On est sur des segments CDE, alors que les véhicules électriques sont sur des segments aussi plus petits. Aujourd'hui, encore une fois, et même on le voit en Chine, quand on retire les subventions à l'achat de voitures électriques, on l'a vu en Allemagne, on l'a vu en Chine, la demande fléchit. Donc c'est-à-dire que ça reste encore un marché de voitures qui sont chères. Alors, le marché... Hors aide publique. Alors, le marché fléchit, mais on a quand même des incitations qui sont différentes. Parce que si on regarde la part de marché du véhicule électrique, par exemple, en Europe, on est de l'ordre de 14-15% en 2023, alors qu'en Chine, on est plutôt déjà de l'ordre de 25%. Donc, ça veut dire que ça fléchit, mais le marché représente quand même La croissance fléchit, je ne sais pas comment dire ça. La croissance est moins rapide, on va dire. Et moins rapide, mais elle est quand même soutenue. Ouais. Et donc la parité, parce que j'ai reçu sur Boursorama, dans l'émission Ecorama, Luca De Meo, directeur général de Renault, qui m'a dit la parité entre moteur thermique et moteur électrique, c'est pour 2027. On a le droit d'y croire ou c'est Alors c'est annoncé effectivement par pas mal de constructeurs, on va dire des constructeurs traditionnels. Effectivement, ce sont 2027, voire même environ. C'est une date où on va voir l'arrivée sur le marché des nouvelles plateformes, donc des plateformes designées davantage pour, on va dire, s'adapter aux véhicules électriques, soit des plateformes pures véhicules électriques, soit des plateformes, on appelle ça electric first. Et donc ce design est fait pour réduire les coûts. Mais également, l'autre point où les constructeurs vont aller chercher cette réduction de coûts, c'est au niveau des équipementiers, à leur demander de faire des équipements moins chers pour s'adapter à cette évolution de prix. En préparant l'émission, vous m'avez dit, je ne savais pas, qu'un même véhicule Volkswagen ID4 est vendu 25 000 € en Chine, 43 000 € en France et 36 000 € en Allemagne. Comment c'est possible ça? Notamment surtout la différence entre la France et l'Allemagne aussi. Alors c'est vrai qu'en Allemagne, on avait une subvention de 4 500 € à peu près, qui a été annulée en 2024. Mais il y a deux marques, notamment Stellantis et Volkswagen,
qui ont voulu maintenir cet effet bénéfique. Et c'est vrai, quand vous allez sur le site internet de Volkswagen, vous avez encore plus de 7 000 € de bonus offerts par Entre la France et la Chine, 25 000 € pour la même voiture, ID4 en Chine, 43 000 € en France. Il y a un écart qui est énorme. Alors oui, il y a plusieurs raisons à cela. Le premier, c'est que la Chine est quand même rentrée, on va dire, dans l'électrique par une volonté étatique assez forte, il y a à peu près 20 ans, et donc ils se sont mis sur toute la chaîne de valeur. Donc, que ce soit sur l'approvisionnement en minerais, que ce soit sur le raffinage. Aujourd'hui, vous avez 3/4 du raffinage des métaux de la transition qui est fait en Chine. Et donc, vous avez une très forte intégration verticale. Et cet écosystème électrique fait que vous avez des prix moins chers. Si je prends un exemple, par exemple, sur le coût de fabrication d'une gigafactory, aujourd'hui, par gigawattheure annuel de capacité de production, lorsque vous installez une usine, elle est à peu près moitié moins chère en Chine qu'en Europe ou aux États-Unis. Donc vous avez forcément un coût de production de base sur la batterie qui est moitié plus faible. Sining, quels sont les constructeurs les mieux ou pas, les mieux armés pour réussir cette transition qui s'accélère? On se dit quoi? On pense aux pure players qui sont les mieux armés. Alors, ce n'est pas des recommandations d'achat, ce n'est pas des conseils, c'est juste de se dire, voilà, philosophiquement, stratégiquement, les constructeurs premium aussi, peut-être, notamment on pense aux Allemands ou pas. Quelle grille de lecture on peut avoir là-dessus? Alors, c'est vrai qu'on peut avoir une vision en disant, pour les vrais gagnants ou ceux qui vont y réussir aujourd'hui, il y a deux catégories. Il y a ce qu'on appelle les constructeurs premium, puisque les acheteurs sont prêts à payer ce surplus. C'est pas grave si la voiture coûte 30% plus cher, puisque de toute manière, le consommateur, il peut. Et donc, les constructeurs premium, notamment Mercedes, BMW aujourd'hui, on va dire, réussissent à peu près leur trajectoire d'électrification. À peu près, surtout BMW, un peu moins que Mercedes, un peu mieux que Mercedes. Et donc, eux, ils y arrivent. Ensuite, les autres gagnants vont davantage être les pure players. Donc Tesla, pour ça Tesla évidemment. Tesla forcément, qui a vraiment en termes de... Avec une guerre des prix quand même. Hein. Ah oui, tout à fait, mais parce que la guerre des prix a été, on va dire, était une réponse de Tesla par rapport au marché chinois en fait. Ouais. De base, vous avez un marché chinois qui est très concurrentiel, et donc Tesla, pour rester en concurrence avec ses marques chinoises, a décidé de baisser ses prix. Et donc les autres constructeurs aujourd'hui, ce sont quand même les gagnants, les constructeurs chinois, qui structurellement ont une base de coûts inférieure. À la Tesla aussi, qui ont été pensés pour faire que de l'électrique. Tout à fait. Ouais. Et sur les constructeurs plus traditionnels, tels qu'on les connaît, européens ou américains, eux, pour eux, ça sera plus difficile? Alors, c'est plus difficile, c'est quand même en cours, puisque aujourd'hui, on a vous l'avez précisé tout à l'heure, ce ralentissement de la croissance qui est notamment lié à l'acceptabilité du prix. On voit aux États-Unis aussi, hein, ralentissement de la croissance des ventes. Exactement. Et donc, de fait, vous avez donc ces constructeurs qui aujourd'hui se disent, bon, on va quand même produire davantage de modèles un peu plus petits pour entrer sur ce marché un peu plus... je dirais mass market et non forcément premium. Mais aux États-Unis, ce qu'on voit notamment, c'est par exemple des constructeurs comme Ford ou GM qui ont clairement dit je vais réduire ma voiture en termes d'électrification, que ce soit sur le nombre de véhicules produits ou alors de report d'investissement sur l'électrique. Parce que la demande, encore une fois, parce que la demande n'est pas au niveau où on l'attend, parce que les voitures électriques pour l'instant sont encore trop cher. Et là, c'est là où on se dit peut-être que cette guerre des prix, qui peut laminer les marges des constructeurs, est nécessaire pour que la voiture électrique devienne abordable et rentre dans le quotidien de monsieur tout le monde, et soit du mass market. Alors oui, ce qu'on souhaite, et aujourd'hui on a de la chance de voir que on a une surcapacité sur la production du lithium par exemple, ce qui fait que le prix des minerais baisse, ce qui fait que le prix des batteries baisse, et ce qui fait que le prix des voitures baisse. Et donc ça permet de réduire ce prix. Ouais. Les constructeurs chinois vont rebattre les cartes en matière de part de marché sur le sol européen, avec des ouvertures d'usines en prévision aussi sur le sol européen. Je crois que c'est BYD. Alors il n'y a pas de date encore, mais qui va construire en Hongrie, tout à fait. En Hongrie une usine. Oui. Alors, je veux dire, malheureusement... Pour contourner, pour pouvoir et indirectement avoir les aides aussi, c'est l'idée, c'est pour bénéficier des aides d'État, parce que les voitures seraient produites effectivement sur le sol européen. Ouais. Alors effectivement, on voit vraiment cette émergence de constructeurs chinois qui sont
qui arrive à faire des produits avec un ratio prestation-prix très intéressant et qui rentre petit à petit sur le marché européen. Et c'est vrai qu'il y a une vraie volonté, par exemple, des BYD de commencer plus massivement à se faire connaître du marché européen parce que le futur partenaire de l'Euro 2024, c'est plus Volkswagen, c'est BYD. Ouais. Et donc, et BYD qui a produit d'ailleurs le plus de voitures électriques dans le monde. Je crois qu'ils ont ravi à Tesla la palme au 4e trimestre, je crois que c'est ça. Alors, c'était pas exactement ça, parce qu'on a pris en compte effectivement tout ce qui est voitures électrifiées. En termes de véhicules purs électriques, ça reste encore Tesla qui est le plus grand producteur. Avec des cartes qui sont rebattues. Merci beaucoup. En tout cas, explication signée Sining Zhang, analyste ESG chez Ophi Invest Asset Management. Merci à vous. Avec plaisir. Et ça vaut le coup, on revient la semaine prochaine, bien sûr, sur Boursorama.